Alors, j'appelle maintenant notre prochain intervenant qui est déjà venu aux Rencontres de Brac, mais c'est avec une joie particulière que j'accueille le maître Emmanuel Pierrat, qui est avocat au barreau de Paris, qui est membre du Conseil national des barreaux, ancien membre du Conseil de l'Ordre, conservateur du musée du barreau de Paris, conservateur donc du musée du barreau de Paris, et qui préside maintenant aux destinées d'un projet qui s'appelle la Grande Bibliothèque du Droit, l'AGBD.org, et qui se trouve également être le président du prix littéraire, du prix SAD. Alors, un avocat sadique, je croyais que ça n'existait pas, mais j'ai le sentiment qu'Emmanuel va nous convaincre du contraire, mais je laisse l'avocat vous en convaincre mieux que moi. Évidemment, c'est pas le bon micro, non ? Bah, prends celui-là. Très bien. Pardon, le principe de l'avocat, c'est de ne pas avoir d'image, parce qu'au palais de justice, quand on tente un PowerPoint, on est sûr que l'électricité tombe en panne. La justice est lente et pauvre. Et puis, comme il y a des adultes dans la salle, j'ai pensé qu'il ne fallait pas montrer d'image. Voilà, donc vous avez droit juste à un petit discours de ma part, sur, évidemment un peu artificiel pour ce qui est des flammes du désir dans Sade. Pour ma part, la première flamme de Sade, c'est le joug sur ma feu à 12 ans, quand ma mère m'a mis une paire de claques parce que je lisais les 120 journées de Sodome, en livre de poche, qui est toujours d'ailleurs accessible, comme vous pouvez le voir, avec la Maison du Livre de Rodez au fond de la salle, sans aucune restriction pour les mineurs et sans aucune restriction à l'exposition, etc. On en reparlera. Sade et le feu, évidemment, parce que après avoir suscité les flammes du désir, Sade a traversé celle de l'autodafé avant de terminer en quelque sorte dans les flammes des enfers, les enfers des bibliothèques, qui est évidemment un sujet qui me tient à cœur, parce que je suis conservateur du musée du barreau de Paris et de sa bibliothèque, qui comporte quelques ouvrages qui, paraît-il, il ne faut pas mettre entre toutes les mains, ou alors on peut les lire que d'une main. Voilà, donc c'est une bibliothèque qui n'est pas que de Dalloz et de recueils cirés. Sade, évidemment, parce que Sade, qui naît pour mémoire en 1740, devient sadique sous la plume de Krafft Ebing dans Psychopathia Sexualis au XIXe siècle, qui donc forge le thème. Il y a Sacher-Masoch, écrivain médiocre, qui donnera le masochisme avec sa Vénus à la fourrure, et puis le divin marquis, qui donnera le sadisme. On dit le divin marquis, d'ailleurs, en oubliant que Sade, c'est aussi le feu de la Révolution. Sade, c'est aussi français, encore un effort si vous voulez être républicain. Sade, c'est le comité des piques, et c'est échapper à la terreur juste parce que ses écrits l'ont renvoyé encore une fois au cachot avant qu'il n'ait subi lui-même à son tour la guillotine après y avoir renvoyé un bon nombre de gens. Donc c'est le feu également de la flamme de la guillotine. Sade, c'est aussi évidemment une relecture par les amateurs de romans, de philosophie, les pornographes, les juges, les curés, les adeptes du SM, les surréalistes si chastes. Voilà, tout le monde s'est enflammé d'une façon ou d'une autre pour Sade. Alors peut-être qu'une des façons de l'aborder et d'aller très vite, parce qu'en quelques minutes, raconter l'histoire d'un homme qui a subi 6 enfermements, qui est mort à l'asile et nous a laissé des pages qui, moi, me comblent toujours de bonheur, mais qui, même en étant dans la Pléiade, au moins en 3 volumes. Donc en quelques minutes, c'est une gageure. Alors peut-être qu'une des clés de lecture pour l'avocat que je suis, c'est les procès de Sade, qui permettent de jalonner rapidement sa vie et son rapport au feu avant de parler des procès faits au livre de Sade. Sade et sa vie sont indissociables. Sade, pour comprendre le brasier dans lequel il est et essayer de saisir ce tison, Sade, c'est évidemment des écrits, mais la prison, des condamnations pour des actes réels qui ont lieu, qu'il tente, des expériences qui lui vaudront d'être incarcéré, et c'est l'incarcération qui provoquera l'écriture. C'est ce que dit Simone de Beauvoir quand elle écrit « Faut-il brûler Sade ?» C'est un texte qui date de 1955, au moment du procès qu'a Jean-Jacques Pauvert pour avoir édité librement Sade, et elle dit, par la paraphrasée, « En prison entre un homme, il en sort un écrivain ». Sade, pour mémoire, c'est 1763, 4 mois après son mariage, avec René Pélagie, qui lui est resté fidèle toute sa vie et qui a été une pom-pom girl ou un supporter de poids. Sade est enfermé au donjon de Vincennes après qu'une prostituée s'est plainte d'impiétés horribles. Vous voyez, l'affaire DSK avait déjà démarré. Et c'était le premier scandale d'une très très longue série de débauches. Et Sade a comme idée non pas seulement de consommer des prostituées, mais d'essayer avec elles un certain nombre de principes et de voir ce que peut donner éventuellement le blasphème. Donc lui fait tenir des crucifix à l'envers, etc., etc. Et tente tout un tas de choses qui ne sont pas des choses qui l'excitent, mais pour voir si ça pourrait l'exciter.
Donc ce sont des expériences scientifiques qui ont été mal comprises par son époque. Il faut le considérer comme tel, selon moi, si je devais le replaider. Donc, évidemment, le marquis, quand même, a un statut nobiliaire qui lui permet d'échapper assez vite à des condamnations trop longues, pendant un certain temps, en tout cas jusqu'à ce que son père décède. Ce qui est une mauvaise idée pour la protection de Sade et une bonne idée pour son enrichissement et son train de vie. À Arcueil, au printemps 1768, donc là, on est à 28 ans, Sade abuse à nouveau d'une prostituée et rattrapée par le feu, c'est Rose Keller. Elle se dit flagellée, incisée avec un canif, et ses blessures ont été traitées par Sade avec de la cire brûlante. Donc, alors, elle crie, elle hurle, Sade menace de la tuer. Cette pauvre fille qui n'a rien compris à l'expérience s'échappe par la fenêtre, se casse la figure, se brise les os, et elle réussit quand même à s'enfuir. Mais il porte plainte et retire après toute poursuite contre 2400 livres versés en guise de dédommagement. Le marquis, néanmoins, quand même subit quelques ennuis judiciaires un peu plus sérieux. Il est envoyé au château de Saumur pour être incarcéré, puis à Pierre-Cise à Lyon. Et finalement, le roi signe quand même une lettre d'abolition, annulant toute condamnation de Sade pour le restant de ses jours. C'est quand même formidable, non? Vous voyez, vous avez une sorte de permis. J'en connais un ici qui organise des choses et qui a parfois des démêlés avec la justice, qui serait ravi qu'on lui dise qu'il peut faire tout ce qu'il veut avec le permis de conduire pour les années qui viennent. Comprenne qui pourra, pardon. Sade va quand même passer 7 mois en prison avec cette affaire, avant d'être, on va dire, de bénéficier de cette sorte de grâce. Et va retrouver sa liberté avec l'obligation de rester sur ses terres. Alors c'est une conception assez large de l'astreinte à résidence par le divin marquis, parce qu'il se rend à Marseille en 1772 à un bal où il est invité. C'est un peu plus loin que le Luberon où il est normalement astreint, mais c'est pas grave. La difficulté, c'est qu'à ce bal, il subtilise les desserts et les remplace par des pastilles de chocolat qui sont préparées avec ce qu'on appelle des mouches cantharides. Vous savez, c'est la mouche espagnole, ce n'était pas une vraie mouche comme insecte. Ça a 2 vertus. Ça provoque une érection, dit-on, toujours importante. Je vous le dis comme ça, si vous êtes embêté par les moustiques de Stendhal tout à l'heure. Et par ailleurs, c'est quand même un poison extrêmement violent. Il y a plusieurs morts à la suite de ce bal qui ont mangé les pastilles au chocolat mises par Sade pour plaisanterie, pour essayer d'exciter un peu le public qui, là encore, a eu le bon goût de succomber à l'expérience. Donc, ça provoque un vrai drame. Sade décide de s'enfuir, enlève René Pélagie, qui normalement a été remis sous le chaperon, la tutelle de sa mère, et tente de s'enfuir à l'étranger. En tout cas, donc, il n'est pas arrêté sur le moment. Et c'est sa belle-mère qui est tellement furieuse de la totalité du scandale. Les victimes, elles sont déjà enterrées. C'est sa belle-mère qui demande à ce qu'une lettre de cachet soit lancée contre Sade. Vous savez, une lettre de cachet, c'est une chose qui était très déprimante pour un avocat, puisque ça ne permet pas de défendre. Vous êtes enfermé et vous ne savez pas pourquoi, et vous ne serez jamais jugé. En 1777, il part à nouveau à Vincennes avec cette lettre de cachet. Il est transféré en 1778 à Aix-en-Provence, rejugé pour l'affaire de Marseille qui remonte, etc. Le jugement est cassé par miracle, parce que là, pour le coup, il a un bon avocat qui finit par trouver la possibilité de faire un recours. Et il aura une admonestation pour débauche et libertinage avec 50 livres d'amende et cette fois l'interdiction de séjourner à Marseille. Voilà. Pendant 3 ans. Tout le reste, ça n'est quasiment que littérature. Parce que Sade va être rattrapé par ses turpitudes et ses expériences. Et en 1785, il est enfermé à la Bastille pour de bon. Et finalement, la Bastille, c'est là que l'écrivain va se révéler en se mettant à rédiger les 120 journées de Sodome. Les 120 journées de Sodome, vous savez, c'est ce livre qui est écrit à Sade à l'interdiction d'écrire. C'est un écrivain qui est condamné à l'emprisonnement, mais sans papier, comme d'ailleurs un tolard aujourd'hui en France, dans la République démocratique de 2015 où nous vivons. On ne vous donne pas beaucoup de moyens de réinsertion à l'époque non plus. Donc, et Sade réussit, grâce à René Pélagie, dont on dit que pour la légende qu'elle mettait dans sa poitrine des feuillets qu'elle glissait en lui rendant visite, réussit à écrire les 120 journées sur des petites feuilles, des petites bandelettes de papier qui vont finir par faire un grand rouleau qu'il a cousu, qui fera 12 mètres de long. Les petites feuilles étant dissimulées, dit-on, selon 2 théories très antagonistes, soit entre les murailles de pierre, etc., soit dans son propre fondement grâce à un étui particulier, dont plusieurs collectionneurs possèdent, paraît-il, l'original. En tout cas, c'est comme les reliques, vous savez, les doigts de pied de Saint-Jean, tout ça, voilà, il y en a beaucoup. Donc, en tout cas... donc ce manuscrit finit par sortir, et puis il y a quand même un épisode que vous connaissez, 1789, la Bastille, etc. Tout ça s'effondre, et le manuscrit pour Sade est perdu.
il ne le reverra plus et il pense que son grande œuvre est absolument perdu. On ne le retrouvera pour mémoire qu'au XXe siècle, et c'est Maurice Henn qui le publiera 150 ans quasiment après sa disparition. Donc, je passe parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, évidemment, sur la façon dont ce livre a connu aujourd'hui encore un succès absolument formidable. Ce qui est intéressant, ce qu'il faut savoir, c'est que Sade, très vite, c'est aussi la censure. Et c'est aussi, en plus de ses propres turpitudes, on va dire réelles, les turpitudes littéraires lui valent également des ennuis avec la justice et n'aident pas à sa réinsertion, ou en tout cas à la clémence de ses juges et de l'application des peines pour pouvoir sortir de façon anticipée. Alors il écrit, mais en refusant d'assumer la paternité de ses œuvres. Il faut se souvenir que Justine ou les malheurs de la vertu, c'est la première œuvre publiée de Sade en 1791, de son vivant, et qu'elle n'est pas signée par lui. La philosophie dans le boudoir, de même. Le sous-titre, je l'adore toujours, ça me fait toujours penser à Francis, ça s'appelle « Les instituteurs immoraux ». Sous-titre, c'est sous-titré encore « Dialogue destiné à l'éducation de jeunes demoiselles ». Je dis ça pour la classe qu'il va prendre en septembre, qui est imprimée 4 ans plus tard. La Nouvelle Justine, c'est 1789, l'histoire de Juliette, sa sœur aussi. Tout ça, c'est le souffle, la légende de Sade, mais c'est surtout la clandestinité. Et la clandestinité, donc, implique, c'est un jeu avec la censure, un jeu entre le chat, la souris, le censeur, l'écrivain et les littérateurs. Une très rapide donc histoire de la censure et du feu dans la censure, à l'aune de Sade. Je vais vraiment très très vite et je saute de grandes étapes. Il y a 40 000 de mes livres que j'ai publiés sur le sujet qui sont là-bas si vous voulez compléter. Moi, j'aime beaucoup les catalogues de censeurs parce que ce sont des choses qui vous mettent immédiatement le rose aux joues. La première liste qui a été dressée de catalogue de livres interdits, c'est Charles Quint en 1546, et c'est l'invention ensuite par Pie IV de la liste des livres défendus, des index librorum et prohibitorum. Et simplement la lecture de ces index en tant que tels, qui sont supposés lister et indiquer quels sont les livres à ne pas lire, en elle-même vous met dans un état de transe particulier. Parce que vous prenez la lettre O, par exemple, ça démarre avec orgie de salope, la médecine moderne, enfin... Et juste la lecture des titres collationnés par les curés vous met quand même... Voilà, pardon, je me mets dans un état particulier. J'ai fait expérience avec ma propre fille, j'ai découvert qu'elle savait lire le jour où elle a commencé à lire sur les rayonnages où je croyais qu'elle ne pouvait pas accéder à mes livres, tellement ils étaient serrés. Puis elle me dit « Papa, qu'est-ce que c'est les mémoires d'un enculé ?» Je dis « Oh, rétropédalage immédiat. On va devoir changer de technique. » Donc, la simple lecture des index est quelque chose de très excitant. Autre travers ou bénéfice du censeur, c'est que contrairement à ce qu'on nous dit, le censeur brûle très peu les livres. L'autodafé, c'est quelque chose de pas si répandu que ça. Il y aura une communication cet après-midi ou tout à l'heure d'Éric Valbec sur les bibliothèques en feu. Les bibliothèques en feu, c'est plus des accidents que des volontés de brûler tous les exemplaires d'un livre ou les tableaux. C'est souvent fait pour la démonstration, de façon publicitaire, avec 1 ou 2 livres. Et en réalité, les exemplaires sont soigneusement conservés dans ce qu'on appelle un enfer. L'enfer, c'est quelque chose qui serait né, selon les uns, pendant le consulat, dit Apollinaire, qui lui-même a fait le premier catalogue de l'enfer de la Bibliothèque nationale, où il a commenté les propres livres qu'il avait édités dans la collection Les Maîtres de l'amour. Et donc Apollinaire éditeur, Apollinaire écrivain des 11 000 verges, et Apollinaire commentateur de ses propres écrits, évidemment ne donnant pas la clé de qui est l'auteur anonyme des 11 000 verges, etc. Et Pascal Piat, qui est mon maître, qui rattache la création de l'enfer aux dernières années du Second Empire. L'enfer, nous dit le supplément du Grand Dictionnaire universel de Larousse, il existe à la Bibliothèque nationale un dépôt qui n'est jamais ouvert au public, c'est l'enfer, recueil de tous les dévergondages luxurieux de la plume et du crayon. L'enfer, Pascal Piat disait, qu'il y a un enfer des imprimés, cela donnerait presque à rêver, même à qui ne lit jamais. Le feu est l'un des éléments de la mythologie du livre. Le calife Omar passe pour avoir fait incendier ce qui restait de la bibliothèque d'Alexandrie, après les ravages qui avaient provoqué 250 ans plus tôt les brandons allumés par les légionnaires romains. Durant plusieurs siècles, les écrits condamnés par un tribunal ecclésiastique ou par une cour de justice ont été brûlés, et parfois brûlés avec leur auteur, ou avec un mannequin le représentant, si le coupable était en fuite. C'est toujours amusant. Hein, il demeure d'ailleurs un modèle typique à ce type d'enfer, comme vous le savez. Je vous conseille un jour, si vous avez le malheur de retourner encore au Vatican, vous pouvez faire une demande qui sera refusée, mais quand même pour voir le plus bel enfer au monde, qui est celui conservé donc par notre Saint-Père.
Il y a évidemment un enfer à la Bibliothèque nationale, j'en reparlerai, un enfer à la British Library qui s'appelle le Private Case. Il y a pour les soviétologues à Moscou la Leninka, où la nomenclatura pouvait venir emprunter les livres qui étaient interdits, qui était en samizdat, y compris un que sais-je sur l'espionnage, qui m'a toujours fait rire, que vous pouvez emporter dans votre datcha au bord de la mer Noire avec Poutine si vous êtes en vacances, et qui est interdit de lecture pour le reste de la population. Donc l'enfer, il y a aussi l'enfer des meubles, comme vous savez, de Catherine II, qui existe à Saint-Pétersbourg, enfin à Leningrad, etc., etc. Ils sont des meubles érotiques avec des pénis et des phallus. Voilà. C'est des meubles intéressants, hein, mais qui évidemment poussent à une conversation limitée. Enfin, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les enfers, ça couvre tout. Et évidemment, Sade ne pouvait que figurer à l'enfer. L'enfer, c'est quand même le catalogue, c'est l'adultère, la sodomie, la zoophilie, la pédophilie, le lesbianisme, la nécrophilie, la coprophagie, la scatophilie, le fétichisme, le triolisme, l'échangisme, etc., etc., etc. Dominique, rattrape-moi. Et évidemment, le marquis de Sade y est extrêmement bien représenté parce qu'il a tout expérimenté, tout écrit, tout essayé. 3 éditions d'Aline et Valcourt, 2 versions des Amis du crime, 2 autres du Bordel de Venise. C'est en réalité un extrait de l'histoire de Juliette, hein, qui figure à l'enfer. 6 versions des 120 journées de Sodome, dont une en anglais. Vous voyez, le censeur français a quand même beaucoup de lettres. Hein. Contrairement à ce qu'on dit, il parle les langues étrangères. Le Génie de Franval, c'est tiré des Crimes de l'amour. Pas moins de 10 fois Justine, dont 2 versions anglaises et une polonaise. Ça me met en transe. 7 nouvelles Justine, 3 Juliette. Une étude biobibliographique sur le marquis, qui est éditée, c'est vrai, à Sadopolis, chez Justine Valcourt, rue Juliette, à l'enseigne de la Vertu malheureuse, ce qui justifie l'interdiction de ce traité scientifique. 3 volumes de l'œuvre du marquis de Sade, publiés par Apollinaire, donc lui-même. Les œuvres complètes publiées au Cercle du Livre Précieux. 8 versions de la philosophie dans le boudoir, dont encore une en anglais. The Pleasures of Cruelty, tiré de Justine et Juliette. 3 volumes de Zoloé, qui est un livre qu'on attribue à Sade et que Gilbert Lely finira par dégommer comme n'étant pas du marquis, mais à l'époque on disait quand même. La courtisane Anaphrodite ou la pucelle libertine, qui a été également faussement attribuée à Donatien, je vous le dis pour ceux que ça exciterait comme thème. Et évidemment l'Anti-Justine, hein, de Rétif de la Bretonne, qui s'y est retrouvé dans 11 éditions différentes. Et puis il y a, signé par une marquise de Sade, un livre qui est vraiment très mauvais mais que j'aime bien, qui s'appelle Les Buveuses de larmes. Voilà, qui était assez particulier comme perversion, si je puis me permettre. L'enfer, c'est quand même, parce qu'ici on est dans un truc sérieux avec de la littérature, c'est le Lagarde des Bichards du sexe. Hein. À côté de Sade, qui est mon maître absolu, c'est Apollinaire, je l'ai dit, mais c'est aussi l'Arétin, c'est Théophile Gautier, c'est Musset, André Ardelais, Hoffmann, Marcel Jouandeau, Paul Léoto, Louis Arago, Guy de Maupassant, Henri Miller, Verlaine. À peu près tout le monde, normalement, littérairement de niveau, doit se finir à l'enfer parce que le livre érotique, c'est un exercice littéraire extrêmement difficile à réussir. Donc les écrivains ici qui ne sont pas à l'enfer sont pour moi à déconsidérer, sauf on verra plus tard s'ils ont un procès, qu'il faut appeler mes services, que je perds l'affaire, ce qui m'arrive rarement, et que ça se termine mal à l'enfer. Évidemment, la grande théorie qu'on peut déduire de tout ça, je pourrais vous parler longtemps des enfers, et c'est la théorie un peu de Simone de Beauvoir sur Sade en prison, c'est qu'on n'écrit jamais si bien de la littérature excitante que sous la répression. On n'écrit jamais aussi bien politiquement, scientifiquement, de façon, on va dire, à contre-courant et de façon géniale que lorsqu'on est censuré, blâmé, voilà, immolé en quelque sorte. C'est une théorie qui, évidemment, souffre quelques défauts quand on est démocrate et républicain, comme les gens autour de cette table et dans cette salle. Donc, c'est assez compliqué. Un dernier exemple pour parler de procès et de littérature, avec ce que je considère pour moi comme l'ultime procès de Sade, qui est celui qui a été fait donc, à partir de 1956 à Jean-Jacques Pauvert, qui, pour la première fois, décide que le Marquis de Sade doit être publié sans aucune restriction à ciel ouvert. Vous l'avez compris, le Marquis de Sade de son vivant publie de façon anonyme. Ensuite, toutes les rééditions sont faites de façon clandestine. Et Jean-Jacques Pauvert décide à 17 ans, lorsqu'il devient éditeur, de publier Sade. Ça fait partie de ce premier titre de son catalogue. Et il en fera les œuvres complètes. J'ai une immense admiration pour Jean-Jacques, qui est mort en septembre dernier, qui est passé à l'Orient éternel et dont j'ai écrit la biographie. Et j'aime beaucoup, surtout la façon dont l'affaire a démarré. En réalité, Jean-Jacques Pauvert, le procès démarre en 1956, mais il devient éditeur juste à la sortie de la guerre. Et ça fait déjà des années qu'il a commencé à publier tout Sade. Et les flics mettent un certain temps à le trouver,
Parce qu'il y a une vieille tradition dans la littérature clandestine, érotique, et surtout sur Sade, qui est évidemment qu'on publie sous le manteau. C'est-à-dire qu'on change le nom de l'auteur, mais on change également la date. Vous mettez, exemple, vous faites un grand livre incandescent érotique aujourd'hui, vous ne mettez pas 2015 en achevé d'imprimer, vous mettez 2012 ou 2013, parce que la maréchaussée, quand elle saisit l'exemplaire chez un libraire, est persuadée que ça ne sert à rien de chercher le stock et de s'énerver et à courir après, parce que ça fait déjà 3 ans que le livre serait en vente. Vous voyez, moi qui suis fils de flic, j'en sais quelque chose, ça a des limites quand même intellectuelles. Donc, et ce qui fait que, pour la première fois, ils sont perturbés parce qu'un livre qui sort avec marqué 1950, ils sont persuadés que le livre, la date est fausse, etc. Et surtout, on change l'intitulé du lieu d'impression ou d'édition. On met, par exemple, à Pafos sur les presses de l'amour, à Papette chez les bibliophiles créoles, etc., etc. C'est toujours des inventions assez amusantes. Il y en a comme ça des listes et les listes. Je vais vous en faire à bikini aux dépens de quelques amateurs. Le musée secret, machin, sous le manteau de cheminée, puisqu'on parle du feu, pour les amis de CC, à Reims, à l'enseigne du Pied de Biche, et ainsi de suite. Et pour la première fois, il y a marqué chez Jean-Jacques Pauvert, éditeur à Sceaux, la ville de Sceaux, juste au sud de Paris. Et la police se dit, ça n'est pas possible, ça n'existe pas, c'est un nom inventé, puisque personne n'a jamais édité, notamment les 120 journées de Sodome, à ciel ouvert, etc. Et ils mettront 5 ans à réaliser que Jean-Jacques Pauvert à Sceaux, ça existe réellement. Le petit Pauvert, il a 17 ans quand il démarre, il a quelques années quand on l'arrête après. À Sceaux, c'est dans le garage de ses parents. Ils ont un pavillon, ils ont fait construire le garage, mais ils n'ont pas encore l'argent pour acheter la voiture. Donc il est installé avec une presse et son stock de bouquins dans le garage à Sceaux. Donc c'est la vraie adresse. Voilà, ça c'est le début de l'histoire. La suite de l'histoire, c'est évidemment un procès absolument formidable. Pardon, dans mon jargon, c'est comme quand les cancérologues vous disent c'est une belle tumeur. Vous voyez, c'est un truc, c'est mal barré, quoi. Donc, c'est un procès formidable qui sera perdu en première instance en 57 et puis qui sera rejugé de façon triomphale en 58 parce qu'il y aura simplement une interdiction de vente aux mineurs qui sera très vite oubliée et que d'un seul coup, toutes les œuvres du marquis de Sade seront finalement à ciel ouvert. Il faut dire qu'en voyant en renfort, et j'en terminerai dans un instant, à la barre, on retrouve quand même Georges Bataille, qui estime que pour quelqu'un qui veut aller jusqu'au fond de ce que signifie l'homme, la lecture de Sade est non seulement recommandable, mais parfaitement nécessaire. Jean Cocteau, qui envoie une petite lettre pour dire que Sade est un philosophe et à sa manière un moralisateur. André Breton, qui n'était pas à Paris le jour du procès, et son texte n'a pas été lu car il avait été égaré, aussi raconte que Sade a influencé quand même Lamartine, Apollinaire, Baudelaire, etc. Jean Paulhan, surtout, vous le savez, le grand éditeur de la LDRF, dit « Le découragement, le dégoût qui inspire l'œuvre de Sade peuvent conduire celui qui le lit à se réfugier dans quelques couvents. » Je crois qu'il y a là un danger, et c'est un danger éminemment moral. Et c'est une réponse au président de la Cour qui lui dit que vous ne croyez pas que la lecture de Sade est dangereuse. Il dit si je connais une jeune fille qui a terminé au couvent. Voilà. Et c'est ainsi que Sade, finalement, a triomphé des enfers, qui n'a rien perdu de sa puissance subversive et qu'il est lisible, évidemment, en livre de poche, dans la Pléiade, et qu'il continue à défier cette théorie selon laquelle il est possible d'interdire des livres. Mon ami Jean-Jacques Pauvert disait qu'à partir du moment où Sade est lisible sans aucune restriction, alors il n'y a plus de censure qui puisse tenir dans n'importe quel pays que ce soit. Je vous remercie. Merci maître, merci pour ce brillant exposé, merci pour avoir fait revivre la flamme du marquis de Sade. C'est un autre aspect de la flamme, c'est un autre rapport à la flamme, le fouet, récompense ou punition, enfin on y va. J'imagine qu'il doit y avoir de nombreuses questions et je propose que nous prenions le temps maintenant de parler avec maître Pierrat. Donc y a-t-il des questions dans la salle ? C'est l'autocensure qui s'exprime, en fait. Je crois qu'il y a peu de questions. Qui est ce Sade dont vous me parlez ? Cachez ce Sade dont... Oui, ou sur la censure, sur les enfers. Ou sur les censures, les enfers, évidemment. Je voudrais pas me... Non, le public a peur d'un procès. Oui. C'est quand même, Pourtant, il est sûr de le gagner, puisque tu as dit que... Enfin, non, alors, moi, je voudrais bien quand même... Ah oui, merci. Je serais curieuse de savoir pour quelle affaire Emmanuel a perdu. Alors, maître
Non, non, ça peut arriver. Hein. Nul n'est parfait, même moi. Mais menons, maître. Ce qui est très frustrant, c'est pas les procès qu'on perd, parce que ça peut arriver qu'on endosse une cause en sachant qu'elle est très très perdue d'avance. Et ça arrive. Qu'on ait un petit miracle en cours de route, ça arrive aussi. Vous savez, les fameux vices de procédure, toutes ces choses amusantes, quand on nous rabat les oreilles comme si c'était dans les séries américaines, comme si c'était le quotidien de la justice, malheureusement, ça ne l'est pas. Mais je dois dire que 2 fois, ces dernières années, l'Opus Dei, vous avez compris mes convictions religieuses, je crois, hein, après des années de catéchisme, voilà, j'ai un peu jeté ma gourmette et mon chapelet. 2 fois, l'Opus Dei a attaqué des gens que je défendais, des écrivains et des éditeurs. Alors je trouvais ça formidable parce que des procès faits par l'Opus Dei, en plus c'est mon copain Alexandre Varro, qui est le fils de Jean-Marc Varro, qui était un grand avocat, qui a défendu Papon, et que j'ai eu contre moi quand je défendais Michel Houellebecq, qui défendait la Grande Mosquée de Paris, donc on n'avait pas tout à fait les mêmes idées. Et son fils Alexandre, que j'aime bien, qui siège avec moi au Conseil de l'Ordre du barreau de Paris, est devenu l'avocat de l'Opus Dei, et m'invite à déjeuner pour me dire « je voudrais faire un procès ». À l'Opus Dei, qu'est-ce que tu me conseilles? J'ai dit, ça va être compliqué. De la part de l'Opus Dei, pardon. Et c'est très compliqué. Alors, je vais lui donner quelques conseils, mais qui ont abouti à une grande frustration de ma part, c'est que j'ai gagné à chaque fois sur des erreurs de procédure. Vous voyez, donc, il ne faut pas m'inviter à déjeuner pour me demander un conseil si vous travaillez pour l'Opus Dei. Donc, c'est les seules frustrations, parce que j'aurais bien aimé quand même plaider jusqu'au bout les affaires. Voilà. Sade me sert beaucoup dans les plaidoiries. Notamment quand il y a des procès contre des écrivains pour pornographie. Vous savez, il y a des affaires en ce moment, il y a le film Love de Gaspard Noé, qui n'est pas un chef-d'œuvre de cinéphilie, mais qui a le droit d'exister en salle, qui a été interdit de façon honteuse en début juillet par la justice administrative, après un dérapage d'ailleurs de Flore Pellerin. Et à chaque fois, je me sers de Sade, parce que quand un procureur me dit c'est répugnant, tout cela est atroce, qu'écrit votre client, ce qu'il filme, etc. Je dis, encore une fois, comme le dit Jean Paulhan, si ça vous excite, c'est un problème. Vous savez que c'est un problème de relève d'une autre profession libérale que la mienne. Il faut consulter. Donc, si vous êtes excité par la lecture de Louis Korecki, que je défendais, Nicolas Jones-Gorlin, des gens qui écrivent de la littérature contemporaine, qui mettent en scène des serial killers pédophiles, qui torturent des gamines, tous les paragraphes, etc., c'est que vous avez un souci. Si vous pensez que c'est un message à caractère pornographique susceptible de provoquer des actes de débauche, c'est que vraiment vous avez une sexualité compliquée, enfin, qui, d'après moi, devrait être un peu traitée ou encadrée. Donc, quand vous vous servez de cet argument, et alors c'est amusant parce que le procureur notamment il y en a un, ils attaquent beaucoup l'extrême droite, porte beaucoup de plaintes à Carpentras. Et il y a eu un groupe maigretiste, enfin maigretiste ça peut dire grand chose, vous avez compris, c'est quand même des fachos, qui portent plainte à Carpentras, où il y avait un moment, le parquet était assez favorable à leurs idées. Et il disait régulièrement, on n'a pas lu le livre en entier, mais ça nous suffit. Alors je dis, c'est formidable. Donc vous voyez un arabe, un couteau, c'est vrai, c'est les théories du Sud, hein, c'est Omar Haddad, un arabe, un couteau, du sang, donc ça vous suffit, c'est pas la peine d'enquêter. Donc un livre qui vous pose un problème, vous lisez une page, vous n'allez pas jusqu'au bout, puisque après que le pédophile meurt dans des flammes, justement, etc., qu'il y a une morale, etc., ça porte peu, il vous suffit d'une ligne. Je trouve ça formidable pour demander l'interdiction. Heureusement, les juges du siège, c'est-à-dire ceux qui statuent, etc., sont un peu moins carpentraisés et peuvent d'un seul coup rendre de belles décisions et ont relaxé plusieurs de mes clients poursuivis par les ligues de vertu d'extrême droite grâce à cet argument, en disant qu'on ne pouvait pas être délibérément excité par la lecture et que par conséquent, elle n'en était pas dangereuse. Moi-même, je pense très souvent, quand je regarde les Salauds ou les 120 journées, vous savez, le film de Pasolini, je pense que c'est un film qui n'est pas regardable d'une traite. Ça n'est pas possible. C'est un film, vous ne pouvez pas rester soit dans la salle, soit même devant votre écran télé si vous le regardez en DVD. Vous ne pouvez pas rester devant humainement en pensant que c'est tenable. C'est juste 2h50 de nazis avec des tortures sexuelles, etc. et des machins. Si ça vous fascine, au point de ne pas vous arrêter, c'est qu'il y a un souci. Donc c'est une œuvre qui ne doit pas être censurée. Voilà, je n'ai pas répondu tout à fait à votre question, parce que comme je ne perds jamais mes procès, presque. Merci maître. Tiens, un avocat jésuite, enfin c'est super. Merci. Alors, nous remercions maître Pierrat, et puis surtout pour la surprise qu'il nous a faite de ces petits chocolats que vous trouverez donc dans le fond de la salle. Et alors, régalez-vous, ce sera un bon moment que nous partagerons ensemble ce soir aux urgences à Rodez, et comme c'est fermé, enfin bon, ça va être formidable. Et comme Francis, comme vous l'avez compris, ne pourra pas nous emmener avec sa voiture, enfin bon. Merci, maître.